Alors, on espère que vous avez pu recharger les batteries cette nuit, que vous avez pu profiter de Marseille aussi. Et voilà, nous allons reprendre le cours des choses avec la plénière. Alors, je voulais vous dire, ce matin, en plénière, on a 2 plénières qui vont se succéder. Et ensuite, on aura pendant un petit quart d'heure, un temps court, un petit point sur la grande cause nationale 2025, pour laquelle nous sommes nombreux à faire campagne. Je voulais vous demander, si c'est possible, de rester dans la salle jusqu'à 13h. Voilà, on ne sera pas long, mais on a besoin de la présence et de la motivation de tous jusqu'au bout ce matin. Donc merci si vous voulez bien, d'attendre 13h avant de sortir pour aller prendre le déjeuner. Merci beaucoup. Et voilà, je passe la parole à Elisabeth Giraud-Barraud pour la plénière qui suit. Merci. Merci. Eh bien, bonjour à tous les amis de la Réhab, toujours aussi nombreux. Et bienvenue dans cette masterclass. Voilà. Alors, le but, ce n'est pas de faire les malins, mais comme dans l'esprit de Réhab, les équipes se rencontrent et échangent sur leurs pratiques. Et c'est vraiment cet objectif que nous poursuivons en vous présentant 3 expériences très différentes et des expériences qui, nous l'espérons, pourront vous inspirer ou vous faire cogiter. Voilà. Alors, dans l'ordre, et je vais présenter nos orateurs. Donc, dans l'ordre, Raphaël Bouloudnine, qui est un Marseillais, voilà, qui a sévi à Marseille, qui a été une âme du Un Chez Soi d'abord, et qui est maintenant est coordonnateur national d'Un Chez Soi d'abord. Il travaille dans la mission accompagnement, parcours, accès au logement, à la délégation interministérielle, hébergement et accès au logement. Voilà. Alors, il nous parlera bien, de son expérience de psychiatrie hors les murs et justement qu'est-ce que ça a modifié, qu'est-ce que ça a apporté et quelle inspiration vous pourrez en trouver. Ensuite, Marie Deboulet nous parlera de son expérience de père aidante familiale professionnelle à Saint-Maurice, dans un pôle. Et le pôle 94G16, voilà. Et là, ça sera l'expérience de ramener dans les murs le regard des familles. Et puis on terminera par une expérience peut-être plus classique de Réhab avec Julien Bonilla-Guerrero, alors, qui est ergothérapeute, qui est aussi thérapeute systémique, familial et institutionnel, qui est coordonnateur clinique des équipes mobiles à l'hôpital de Jonzac. Et vous savez que l'hôpital de Jonzac a fait l'objet de l'intérêt de la NAP sur son virage ambulatoire. Donc voilà, donc chacun va pendant une dizaine de minutes, va nous proposer son expérience. On discutera peut-être un petit peu en interne, et puis j'espère qu'on aura quelques questions pour la salle. Voilà. Alors, Raphaël, c'est à toi. Bonjour à tous. Ravi, je suis très très content d'être là. C'est assez impressionnant. Je me dis la prochaine fois, c'est le stade Vélodrome peut-être, avec Jules en première partie. Yes. Quand même Marseille. C'est Marseille bébé. Alors, merci à l'organisation, merci à Santé Mentale France. Je suis honoré de pouvoir être sur cette masterclass, même si le nom est effectivement un peu prétentieux. Merci aussi aux organisateurs et en particulier à Esperpro. Voilà, c'est une association avec qui j'ai grandi. Donc j'étais ravi aussi de voir que Yves a fait l'ouverture hier du colloque.
Donc oui, très rapidement pour me présenter, moi je suis psychiatre de formation, j'ai travaillé dans des équipes mobiles, effectivement chez Soi d'abord, j'ai aussi beaucoup travaillé à la question de la formation des équipes et puis depuis peu sur des questions de santé publique au niveau des ministères. Alors, j'ai commencé par choisir cette image, alors je ne savais pas trop pourquoi. En fait au départ je ne voulais pas forcément faire de PowerPoint et puis après je me suis dit ça serait plus simple et puis j'adore les zèbres. C'est un animal indomptable. Et puis, en fait, les zèbres, ils ont des lignes. Et on voit qu'à travers cette image, que des fois, faire bouger les lignes, ça rend un peu confus. Donc, je pense que voilà, il faut faire bouger les lignes, c'est aussi accepter la confusion. Et faire bouger les lignes, c'est aussi un mécanisme de défense. C'est comme ça que le zèbre se protège. Donc, c'est comme ça à mon avis, que les systèmes peuvent perdurer, c'est en bougeant les lignes continuellement. Alors, je vais voir si ça marche. Ouais. La DIAL. Très rapidement, qu'est-ce que c'est la DIAL? La DIAL, c'est donc une administration centrale qui dépend du ministère du Logement, qui a été fondée en 2010 et qui a pour mission de mettre en œuvre une politique publique, celle du logement d'abord. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à notre sujet, c'est que c'est une approche interministérielle. C'est la question du logement, ou comme la question de la santé, ne peut pas se traiter que d'un point de vue du logement. Il faut aussi des acteurs de la santé, de l'éducation, le ministère de l'Intérieur. Voilà, et tout un autre... Donc c'est vraiment aussi pour introduire d'entrée l'idée de la collaboration. Et enfin, la DIAL, c'est une administration centrale qui est un petit peu particulière dans le sens où elle va travailler à plein de niveaux. Elle va travailler avec les ministères, avec les administrations centrales pour réfléchir aux arbitrages, mais aussi pour proposer des nouvelles politiques publiques. Elle va travailler avec les services déconcentrés de l'État. Elle va travailler avec les opérateurs. Et elle va travailler avec les équipes d'accompagnement et les personnes accompagnées. Et donc, c'est un peu l'objet de ma présentation, c'est de vous dire, bouger les lignes, oui, mais que si c'est à tous ces niveaux-là. Bouger les lignes dans son coin, ça peut être intéressant, ça peut être un point de départ, mais ça ne sera pas suffisant, c'est bien évident. Alors, moi, je ne suis pas spécialement très bon pour faire des grosses présentations théoriques, donc je me dis, on est un colloque sur le rétablissement, plutôt partager mon expérience et comment l'expérience du chez soi d'abord a permis de pouvoir modifier les lignes à tous les niveaux. Donc, je vais faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est le chez soi d'abord, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est surtout, ça vient de Marseille, alors encore cocorico, mais d'une action militante, un squat thérapeutique, ensuite un rapport demandé par le ministère, ce qui objective les questions de santé mentale à la rue, une expérimentation randomisée qui a posé beaucoup de questions, mais qui a permis aujourd'hui d'avoir une validité très forte du dispositif et une très bonne compréhension en fait, des mécanismes sous-jacents. Alors le chez soi d'abord, hein, c'est la petite image, hein, c'est très simple, hein, c'est éviter les modèles en escalier. Tu veux un logement, tu vas en logement, et on travaille le rétablissement à partir de ton expérience de logement. Ensuite, le projet a montré qu'il marchait. Aujourd'hui, il s'essaime un peu partout en France. Vous voyez la carte en haut, donc dans les grandes villes, maintenant aussi dans les départements à l'échelle dite rurale, et aussi sur le chez soi jeune. Donc on voit comment... voilà, l'idée, c'est de voir en fait comment... maintenant, autour du niveau de l'accompagnement, au niveau des gouvernances territoriales, au niveau du pilotage et des politiques publiques, comment on a pu faire bouger les lignes dans cette expérimentation et comment c'est vraiment un tout. Et c'est ça qui me semble assez déterminant. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement, en fait, je veux dire, la commande qu'on avait, c'est de dire, voilà, on a une problématique de santé publique, on a aussi une volonté de faire du rétablissement. Comment on fait? Et comment on fait à tous les niveaux? Et donc, sur l'accompagnement, on a développé un concept de multi-référence qui fait bouger les lignes dans le sens où les professionnels doivent un peu réfléchir à leur zone d'intervention. Enfin, dans un cas de rétablissement vraiment hors les murs, auprès du public, on est professionnel, on est psychiatre, on est infirmier, on est travailleur social, on est médiateur santé-père, mais on est avant tout des accompagnants dans la vie quotidienne. Donc ça veut dire qu'il faut être en capacité de se décaler un peu de ce qu'on imaginait, ce qu'on allait faire plus tard, et surtout de repenser un peu qu'est-ce que c'est en fait l'aide, qu'est-ce que c'est le soin, qu'est-ce que c'est... Donc, voilà, il y a toutes ces questions qui sont posées, et ensuite il y a aussi la question du développement du travail pair qui a été, je dirais, une expérimentation dans l'expérimentation
et alors j'ai beaucoup aimé hier l'intervention qu'il y a eu de Bastien qui expliquait comment le dévoilement était un vrai outil aussi pour changer les lignes, pour repenser la question de la neutralité, de la relation thérapeutique. Et voilà, donc il y a eu aussi, je dis, c'est ces deux aspects qui ont permis vraiment de faire bouger les lignes au niveau de l'accompagnement. Ensuite, au niveau des gouvernances territoriales, ce qui a été important, c'est qu'on a demandé aux personnes qui voulaient travailler dans le SO d'abord de travailler ensemble. Et travailler ensemble, c'est la santé mentale, la dicto, la psychiatrie, mais aussi le social et le logement. Et on a demandé à ce qu'ils créent des groupements de coopération. Ça paraît tout simple comme ça, mais c'est un gros travail de permettre à des acteurs qui travaillaient jamais ensemble de travailler ensemble et surtout de plus décider seuls. Donc forcément, toutes les décisions devaient être partagées, avec aussi un effet secondaire plus qu'intéressant, c'est qu'on a aussi vu que chez ces opérateurs, les pratiques pouvaient s'infuser. Donc dans les hôpitaux, dans les services d'hébergement, dans la question de logement, on voyait aussi comment faire bouger les lignes, ça permet un peu en second plan de diffuser les pratiques. Ensuite, le troisième niveau, c'est la question du pilotage, on va dire régional. Donc là, c'est un projet qui est financé et par l'État et par la santé. Et donc, c'est un projet qui reconstitue la DAS, pour ceux qui connaissaient, mais en tout cas qui permet de faire travailler les ARS et les DETS ensemble. Et pour ceux qui sont un peu dans les gestions administratives, ils savent à combien c'est difficile, des fois, de les faire travailler ensemble. Et également, là, c'est non exhaustif, hein, on peut parler des PTSM, voilà, c'est tous les acteurs territoriaux qui sont mis à l'œuvre pour travailler ensemble. Et ensuite, ce qui a été intéressant, c'est que c'est pas que de travailler ensemble, c'est aussi de repenser en fait comment on travaille. Chez Nicolas Rintaud, hier, il a parlé de la question de comment on évalue les dispositifs, comment on les surveille, comment on les accompagne. Et c'est vrai que c'est passé d'une logique de contrôle à une logique vraiment de collaboration, où on va repenser aussi tous les outils de pilotage. Et enfin, dernier point, c'est la question de la politique publique. Donc là, comme je vous l'ai expliqué en introduction, il y a l'importance d'une collaboration interministérielle. L'idée aussi qu'on va déployer cette politique vraiment en s'appuyant sur les différentes sections. Et enfin, on va utiliser l'expérience de terrain pour pouvoir aussi faire remonter au niveau ministériel la possibilité de créer de nouveaux modèles et aussi de créer ainsi de nouveaux dispositifs. Donc je pense par exemple à la question de la durée des accompagnements qui, jusqu'à présent, dans le médico-social, était très limitée. Là, ces expériences permettent d'entrevoir le fait que peut-être ça sera autant que de besoin par la suite. Comment aussi les questions de rétablissement, la question de la temporalité des parcours, comment le fait que ça peut être des parcours longs, des parcours non linéaires, comment en fait on adapte les politiques publiques à ces questions de rétablissement. Donc voilà un peu pour voir avec vous les 4 niveaux. Et encore une fois, il me semble que c'est important que la question de bouger les lignes, c'est forcément à chacun de ces niveaux. En guise de conclusion, donc, faire bouger les lignes du sanitaire, c'est déjà de ne plus être dans le sanitaire. C'est vraiment d'être beaucoup plus large. On le voit, mais effectivement, c'est pas que la psychiatrie s'élargisse, mais c'est que la psychiatrie travaille avec d'autres acteurs. Sinon, on a bien évidemment les risques qu'on a pu connaître par le passé. Et quand on voit ce schéma, on se dit que finalement, faire bouger les lignes, il y a vraiment cette idée de collaboration, de coportage, de côté partagé, et puis aussi la question d'essaimage, de diffusion des pratiques. Donc voilà, il y a ce double mouvement où il faut d'un côté travailler ensemble, mais aussi toujours penser à après, parce que bouger les lignes, encore une fois, c'est un processus qui doit pas s'arrêter, à l'image du rétablissement. Donc, quels sont, à mon avis, les 3 enjeux pour la suite? Vous remarquez, par exemple, que dans ce schéma-là, il n'y a pas les personnes accompagnées. Donc, je me suis tourné la tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait, comme d'habitude, un rond avec les personnes autour et compagnie? En fait, je me dis non, elles doivent être partout. C'est ça l'idée. Elles doivent être à tous les niveaux. Donc, c'est vraiment comment on parlait d'engagement, plus que de participation, comment les personnes vont être engagées. Donc, on peut avoir de l'espoir avec l'arrivée des plateformes de pairs aidants qui créent une voie vraiment intéressante au sein de ces systèmes-là. Mais comme on a pu le dire hier aussi, ce n'est pas que les pairs aidants. Il faut aussi que les personnes accompagnées, c'est un petit peu plus large.
Il y a aussi comment on pourrait le faire, ça, il y a eu un atelier hier sur la transmission des connaissances scientifiques, c'est comment donner du pouvoir d'agir aux personnes concernées en leur transmettant et en les faisant participer aux recherches. Et enfin, il y a tout le mouvement autour des droits des usagers qui prend beaucoup d'ampleur. Le deuxième enjeu que je vois, c'est la question de la crise du système de santé et des politiques publiques en général, enfin de ce qu'on appelle le droit commun, le problème de logement. Et donc, effectivement, ce qu'on nous dit quand c'est la crise, c'est génial, c'est potentiel de changement, on ne peut pas faire autrement. C'est sûr que c'est un moment propice au changement, mais c'est aussi un moment incertain qui peut être quand même très compliqué. Et dernier point, c'est comment on essaime en fait ces pratiques-là. On en a beaucoup parlé hier sur la formation, comment aussi on arrive à garder l'identité du rétablissement et pas que des outils. Comment les valeurs participent. Et bien, je trouve que ce qui existe, qui commence à apparaître, c'est ce qu'on appelle les communautés de pratique, qui permettent de la formation, mais aussi un partage d'expérience. Et je pense que c'est vraiment important de travailler à ce niveau-là. Et enfin, pour conclusion, moi j'aime bien reprendre un peu la fin de Luc Vigneault hier, qui disait finalement, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, on est en mouvement, et ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter. Donc je pense qu'on peut quand même être rassuré à condition que ce mouvement perdure. Et peut-être juste en guise de conclusion, c'est possible aussi parce qu'on est dans un régime qui nous le permet. Donc il y a des élections dimanche. Donc tous aux urnes, s'il vous plaît. Merci. Merci Raphaël. Je crois qu'il y a beaucoup de questions qui viennent et qui viendront. Donc je vais passer la parole à Marie qui va nous relater son expérience. Bonjour. En fait, donc moi je suis père aidant de famille au pôle 94G16 des hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne. C'est un nouveau métier. Et je pense que ce métier, il est basé aussi beaucoup pour moi sur tout ce que j'ai expérimenté presque depuis ma naissance. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en gros, il y a 2 grands événements qui m'ont marquée. La première, c'est un déni familial total de mon handicap, donc pas de mots qui ont été posés, pas d'accompagnement, pas d'accès aux soins, pas d'accès aux outils d'autonomisation, et donc ce blocage dans un tabou familial lié à une honte du handicap. Et ça, c'est pas possible. Ça a été une ligne blanche qui a été dépassée et qui a créé en moi une révolte, une aversion pour le non-dit et une envie de dire. Qu'est-ce que ça a eu pour conséquence ? Forcément, sur moi, un problème d'identité, un manque d'autonomie, une perte de chance de soins. Voilà. Et à ce moment-là, moi, je me suis mise à l'âge adulte à commencer un chemin vers l'autonomisation en travaillant moi toute seule et aussi en m'adressant à des professionnels compétents. Et en acquérant des outils, il y en a un par terre sur l'estrade, qui m'aident à m'autonomiser. Et en fait, toute cette expérience m'a servi à identifier que j'avais fait un truc qui peut peut-être s'apparenter à un autre truc qui s'appelle le rétablissement. Voilà, donc ça c'est ma première révolte, c'est... pourquoi on n'a pas dit et il faut dire. Ma seconde expérience qui a été très utile. Ah oui, si, j'ai oublié quand même autre chose qui est important, c'est que dans ma famille, j'avais des tantes qui avaient cette maladie visuelle avec 20 ans ou 30 ans d'avance et qu'on me cachait. Donc ça aussi, ça a été très révoltant. C'est-à-dire qu'en gros, je n'ai pas eu accès à la pérédance, ce qui m'aurait énormément aidée. Alors, la deuxième fondation, c'est quand mon enfant, un jour, a été hospitalisé,
que j'arrive dans sa chambre et que en fait, elle m'explique que il y a des fourmis sur les... En fait, elle a des hallucinations visuelles. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends rien, on m'en a jamais parlé. Voilà, donc je fais appeler le médecin de garde, c'était un jour férié, qui arrive et qui, debout dans le couloir, me dit « Bah oui, ça s'appelle un délire, c'est comme ça, c'est la maladie qui s'est installée, qui s'est déclenchée. Voilà, et qui me laisse telle quelle dans le couloir avec ça. Mais vraiment qui est reparti aussitôt. Et là, deuxième ligne blanche dépassée, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors jusque-là, j'avais vraiment confiance en les médecins, machin. Donc qu'est-ce que ça a créé en moi? Une révolte contre le corps médical, c'est pas possible, une révolte contre tout le système institutionnel. Et surtout, c'est quoi cette façon de dire les choses? Donc, deuxième petite graine qui s'est plantée, après il faut dire, il faut savoir dire. Et puis aussi, ça a nourri un rêve plus tard qui était... moi, j'aimerais bien avoir une petite table, mais à l'intérieur d'un service, parce que c'est là que j'ai envie d'être. Mais c'est pas possible. Mais quand même, ça me hantait, c'est-à-dire que ça me travaillait pendant des années. Je me disais, oh, ce serait chouette si j'avais une petite table dans un coin, même bénévolement comme ça, pour pouvoir accueillir les parents et tout. Bon, après, je vous raconte pas tout le cheminement, mais le hasard de la vie a fait que je suis tombée sur l'annonce du docteur Cantero. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, waouh, c'est ma table. Il faut que je réponde. Donc voilà, je suis arrivée au pôle, Ah oui, entre-temps, je m'étais réconciliée avec la psychiatrie, hein, mais je ne vais pas vous raconter tout le chemin que j'avais fait. Donc j'arrive, et même très psychiatrie, dans une attitude très psychiatrie-friendly, c'est-à-dire que j'étais contente d'être là, mais impressionnée par toutes ces personnes qui avaient ce savoir, voilà. Et je ne me sentais pas du tout légitime. Donc je me suis dit, là, il va falloir que je travaille pour asseoir cette légitimité et puis pour asseoir ce métier qui était complètement nouveau. C'était il y a 3 ans. Donc j'ai commencé par fouiner, j'ai trouvé les Québécois qui étaient assez en avance et qui ont accepté tout de suite, comme ça, de me former en ligne. Il y avait une formation en ligne travailleurs, pères aidants, famille qui commençait tout de suite. Donc je l'ai suivi. Ça a été un premier, pour moi, ma première légitimité. C'est d'être formée, d'avoir un cadre très important. Je suis rentrée dans la communauté de pratique des pères aidants familles du Québec, qui est vraiment aussi un deuxième cadre très important pour moi. Et puis j'ai construit pendant assez longtemps, hein, je pense que ça a dû durer 1 an et demi, un référentiel métier avec des outils de mesures quantitatives et qualitatives, un traçage, parce que j'étais dans l'institution et qu'il fallait que... Et l'institution ne m'a rien demandé. Le docteur Cantero m'a laissé très libre et très autonome, mais moi j'avais besoin de ça en fait. Et puis j'ai construit aussi, très important, des outils pour les parents et aussi une base de ressources, parce que une des missions extrêmement importantes de la père aidant de famille, c'est de donner aux familles des ressources, de l'orienter vers tout ce qui existe. C'est pour ça que nous, on a besoin de travailler en réseau. Donc ça, c'est mon autre cadre qui était très important. Et puis, il y a aussi ma collègue Pascale Machelot qui est là, qui est l'autre père aidant de famille au pôle, qui travaille avec moi et qui est aussi une boussole pour moi, un appui. Voilà, on est toutes les deux, on échange. C'est très important en fait d'avoir une pratique, de ne pas être toute seule. Et puis il y a aussi une supervision avec Lionel qui permet aussi d'avoir tout ce cadre et beaucoup d'échanges avec mes collègues pères aidantes
présente au pôle, voilà, des échanges de pratiques. Tout ça fait que, brièvement, on accompagne au quotidien les familles. Il a fallu aussi, les familles, elles n'arrivaient pas dans le bureau. Donc il a fallu aussi aller vers la famille. Parce que la famille, elle ne va pas vers, elle est perdue, elle est prise dans une... Moi je dis, la maladie, elle fait strike dans la famille. Donc la famille, toutes les qui, boum, sont tombées. Donc elle est à un moment de crise où elle ne va pas vers. Donc on a décidé de créer un formulaire pour qu'on autorise la famille à l'appeler. Et c'est nous qui allons vers la famille. Et ça, c'est super parce que quand on va vers la famille, elle accepte l'accompagnement. Donc voilà, et on accompagne des familles dans le temps, voilà, en individuel. Mais il y a aussi un côté que je trouve formidable dans la péridance famille, qui est d'être dans la boîte à outils de l'institution. On est à l'intérieur de l'institution. Et en fait, moi, j'adore être utilisée comme une espèce de tournevis multi-usage par mes collègues qui m'appellent en tant que tournevis. Alors, je peux vous donner 2-3 exemples. Un exemple donc, on intervient dans toutes les structures du pôle. Moi, je travaille pas mal avec l'unité mobile. Et un jour, l'unité mobile me contacte pour me dire oui, il y a une famille qui est en difficulté parce que son proche ne veut pas qu'on vienne et il ne veut pas aller aux soins, il ne sait pas quoi faire. Donc la famille est très en difficulté. Donc moi, j'ai accompagné la famille pendant un certain temps. Et un jour, la famille m'appelle et me dit Marie, en fait, notre fils, il voudrait venir au CMP, mais vous, avec nous, et il veut voir que vous. Donc la famille est venue avec le fils et on a eu un super échange. Et en fait, ce qui lui faisait peur, c'était les soignants, le soin, mais la péridance, ça ne lui faisait pas peur. Et donc, à la fin de l'entretien, je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que vous voulez que je vous présente mon collègue infirmier ? Et il a accepté. Donc, en fait, mon collègue infirmier de l'unité mobile est venu et il est entré par le soin comme ça. Donc, en fait, le tournevis a marché. Voilà. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui est hospitalisée qui va vraiment très très mal et qui peut pas voir ses enfants parce qu'elle va trop mal. Et du coup, les enfants n'ont pas de nouvelles depuis assez longtemps. Ils ne savent même pas où elle est. Et le père a trouvé, par je ne sais quel biais, il a remonté, il a trouvé que sa femme était hospitalisée. Donc, il a envoyé un mail en disant je voudrais rencontrer un médecin. Sauf que ce n'est pas possible puisque la patiente ne veut pas, en fait, de lien. Donc, les médecins sont venus vers moi en me disant est-ce que tu peux accueillir cette famille ? Donc moi je suis super contente parce que déjà j'ai été le petit tournevis, je me sens utile, je me sens une petite fourmi dans le dispositif et un truc qui passe dans les interstices où mes collègues ne peuvent pas passer, quoi. Et je reçois la famille et je reçois surtout ces enfants, ça me tient énormément à cœur, les enfants. Les enfants à qui je vais pouvoir donner des outils, à qui je vais pouvoir expliquer, alors en respectant ce secret médical, c'est-à-dire je vais pas leur parler de leur maman, mais je vais leur parler de ce que c'est qu'un hôpital, peut-être ce que c'est qu'un trouble psychique, leur expliquer qu'il y a une association qui s'appelle les funambules, les orienter vers les funambules, écouter leurs émotions, pouvoir accueillir cette famille qui sinon n'aurait pas pu être accueillie. Voilà. Et en fait, je suis juste complémentaire. L'autre chose qui est importante, c'est que déjà, je suis arrivée dans un pôle que j'ai oublié de vous dire, dans un pôle où la famille était déjà très bien accueillie dans la mesure où, sauf si le patient s'y oppose, elle est accueillie systématiquement. Et ça, c'est formidable. Et en fait, tout ça, ça aboutit à la chose suivante, c'est qu'en fait, la famille, quand on lui dit les choses, elle peut tout comprendre. C'est-à-dire qu'elle peut être en paix avec la psychiatrie et du coup, ça permet de renforcer cette alliance thérapeutique et ça permet à la famille d'être partenaire. La famille, si on lui explique le secret médical, si on ne la laisse pas toute seule
dans un couloir et qu'on lui explique pourquoi on ne peut pas la recevoir, qu'on lui explique ce que c'est que cette fameuse alliance thérapeutique, ça va, on pose des mots, on lui dit, et aussi on sait dire, on sait lui dire. Donc tout ce dire et ce savoir dire, il est dans l'intérêt de tous, il est dans l'intérêt de la famille qui va repartir vraiment avec des éléments pour pouvoir avancer sur ce chemin qui est si compliqué. Elle ne va plus être fâchée avec la psychiatrie. Et aussi, pour mes collègues, ça permet de renforcer ce partenariat qui est triple en fait. Voilà, donc il y a ce dire et ce savoir-dire. Et je voulais dire aussi que je pense que, enfin, je parle que à mon nom là, mais je pense que Pascal, elle sera d'accord que Pascal et moi, vraiment, on les aime, les familles qu'on accompagne. C'est vraiment de l'amour. Enfin, je ne sais pas comment l'expliquer. Moi, je suis très rogérienne et il parlait presque, il a parlé d'amour inconditionnel et de regard positif inconditionnel. Oui, il y a alors moi, je vais le dire, hein, oui, il y a des familles qui m'énervent, hein, mais ouais. Mais en fait, dans la majorité des cas, moi, je suis dans l'amour inconditionnel de la famille. Et en fait, vous n'avez pas idée de ce que la famille, elle peut aider et être importante dans le parcours de soins. Et aussi, si on lui dit la famille, elle peut avancer et vraiment participer à ce parcours de soins et participer à ce rétablissement et aussi, elle, se rétablir. Et j'aime beaucoup, il y a une phrase d'un chercheur québécois qui s'appelle Steve Dubois que je me suis appropriée. Je me suis rendu compte que moi-même, en fait, sans m'en rendre compte, parce que j'ai expérimenté pour moi toute seule un truc qui s'apparente au rétablissement et le rétablissement familial, là je l'ai apparenté parce que je suis une maman rétablie, je trouve. Il dit que la famille, elle a fait beaucoup de chemin, elle est arrivée très loin quand elle a choisi l'impuissance. Et en fait, c'est à ça qu'on aide la famille, à choisir l'impuissance. Voilà, je ne sais pas quoi trop vous dire d'autre. Merci beaucoup, Marie, pour ce témoignage qui aussi fait réfléchir et donne envie. Alors, Julien, à toi pour l'expérience de Jonzac. Oui, merci. Bonjour à tous. Ton expérience personnelle. Merci aux organisateurs de nous avoir permis de venir présenter. J'ai l'impression d'avoir toute la population de Jonzac en face de moi, en fait. Et donc, c'est très impressionnant, je confirme. Merci effectivement aussi aux bénévoles d'Esperpro. Raphaël l'a rappelé, mais vraiment, c'est très chouette d'être accueilli comme on est accueilli. Et à tous les organisateurs, à nouveau, c'est très chouette. Moi, je vais essayer de vous parler, donc, de vous résumer de manière un peu rapide 40 ans d'histoire de ce qu'on essaye de faire à Jonzac, qui fonctionne plus ou moins, ou où on essaye d'avoir des perspectives orientées rétablissement. Juste pour vous situer, donc Jonzac, c'est au fin fond de la Charente-Maritime. Donc c'est assez joli, hein, la Charente-Maritime. On a un seul défaut sur ce territoire-là, c'est qu'au niveau transport en commun et déplacement, c'est un peu compliqué. Et la diagonale que vous voyez, donc les secteurs sur lesquels les équipes dans lesquelles je travaille interviennent, sont la partie bleue et la partie verte. Et donc quand vous partez du haut vers le bas, c'est une diagonale qui fait entre 120 et 150 km. Le pôle de psychiatrie de Jonzac, une des chances qu'on a depuis très longtemps, c'est que ça a été construit avec l'idée d'avoir des réponses à proximité du domicile des personnes, et donc avec beaucoup de CMP et d'antennes de CMP, pour qu'à peu près toute la population sur ces territoires-là, ça représente à peu près 200 000 habitants, puisse avoir une réponse à 15-20 km. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir ça, mais que ce n'était pas toujours suffisant. Et donc on a ce qu'on a commencé à appeler le virage domiciliaire, mais avec l'idée que dans la création des équipes mobiles, qu'on aille rencontrer les gens un peu chez eux,
ou en tout cas qu'on leur propose qu'on puisse les rencontrer chez eux, et ça change totalement la donne. Et je rejoins ce qu'ont dit mes collègues avant. Ça permet aussi de rencontrer les familles, l'entourage de manière un peu plus simple, puisque c'est nous qui venons chez eux et que c'est un contexte un peu plus facilitateur pour eux. Et que nous, quand on leur demande de venir à l'hôpital, c'est un peu plus confort pour nous parce que c'est des lieux qu'on maîtrise et qu'on connaît, mais pour les familles, c'est pas toujours un endroit extrêmement sympathique de venir à l'hôpital. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que ça permet aussi de rencontrer non pas un individu, mais un système à ce moment-là, et on découvre les fonctionnements de ce système-là et de comprendre comment ils fonctionnent et les ressources qu'ils ont déjà mis en place. Et nous, on n'arrive pas avec nos gros sabots en leur expliquant qu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire et qu'ils ont une réponse beaucoup plus adaptée. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter la philosophie sous-jacente à comment on fonctionne et puis les transformations de pratiques que ça a engendré chez nous. Je ne vais pas tout vous développer, je vous ai mis plein de textes sur cette diapo-là, mais je ne peux pas tout vous développer, sinon j'y passerai des heures. Mais il y a deux choses importantes pour nous. La première, c'est quand on parle de handicap et de situation de handicap, il faut se référer un peu à ce qui existe dans la littérature, et il y a un modèle qui est plutôt intéressant, qui s'appelle la CIF, que j'ai mis en schéma normalement. Voilà. Et je ne sais pas si l'animation va marcher, mais ce modèle-là, il nous a permis deux choses extrêmement importantes pour nous, c'est de faire la différence entre ce que c'est l'activité et ce que c'est la participation. L'activité, c'est ce qu'on est en capacité de pouvoir faire, on est tous capables de faire plein de choses, et puis il y a ce qu'on fait réellement. Moi, par exemple, j'ai la capacité de pouvoir faire du sport, je ne vais pas vous répondre sur la suite, et il y a plein de choses que ce modèle-là permet de comprendre et de faire la distinction entre quand on fait des évaluations, on est beaucoup centré sur l'activité et ces évaluations, elles sont beaucoup faites dans les lieux où on rencontre les gens, donc des fois l'hôpital, et ce n'est pas représentatif de comment ils fonctionnent en dehors et en situation réelle. Donc l'objectif est plutôt d'aller les voir en situation réelle de vie et de voir comment ils fonctionnent, et ce modèle-là, il nous permet de faire ça. La deuxième chose dans ce modèle qui est importante, c'est la partie jaune en bas, les facteurs contextuels. C'est que ça nous permet aussi de comprendre que quand les personnes sont en difficulté, ça peut être d'un point de vue individuel, c'est-à-dire au niveau des compétences, et donc on doit travailler sur les compétences qu'ils peuvent avoir, mais aussi parce que dans l'environnement, il y a plein de choses qui peuvent être facilitateurs ou obstacles, et quand il y a des choses facilitateurs, on peut se reposer dessus. Quand c'est obstacle, ça veut plutôt dire qu'au lieu de travailler qu'avec l'individu, il faut plutôt aller travailler sur l'environnement auquel les personnes sont confrontées. Voilà, je vais passer ça un peu plus rapidement. C'est intéressant parce que ce modèle-là, il peut être mis en parallèle avec l'évolution des concepts qu'on a autour des pratiques orientées rétablissement. On est passé d'une stratégie à Jonzac où c'était bien sûr très centré au départ sur le symptôme pour aller vers la réhabilitation psychosociale. Ça fait longtemps que c'est acquis. Mais quand on a passé vers des pratiques orientées rétablissement, on s'est rendu compte qu'une manière de définir le handicap, et c'est une définition que je vais emprunter à Patrick Fougerolas, c'est l'idée d'être empêché de pouvoir réaliser les rôles sociaux auxquels on voudrait prétendre. Et cette définition, elle nous a beaucoup marqué en se disant, mais effectivement, c'est l'idée de comprendre c'est quoi les rôles sociaux, c'est quoi que les gens ont envie de faire, et comment on peut, nous, essayer de faciliter le fait qu'ils puissent accéder à ça. Donc c'est comme ça qu'on a pensé les choses et qu'on a été faire ça. Ce que je ne vous ai pas dit, je m'en excuse, c'est que pour pouvoir le faire, on a beaucoup intégré de nouveaux métiers au fur et à mesure du temps. Dans le pôle de psychiatrie, on a intégré des ergothérapeutes, il y en a à peu près une vingtaine aujourd'hui sur le pôle, des neuropsychologues, il y en a à peu près une dizaine, des psychos de la santé, il y en a 3, 4, des métiers du social, des métiers éducatifs. Il y a aussi des médiateurs santé-pairs. Maintenant, on est à 6 avec des recrutements qui sont en cours pour augmenter ce chiffre-là les années d'après. Et donc, l'objectif est aussi de cumuler plusieurs regards sur des situations et de savoir comment ces regards-là, ils vont nous aider pour pouvoir faire des réponses le plus appropriées possible, le plus adaptées possible. Dans ces professionnels-là, l'ensemble de ces professionnels-là, les 3/4 presque, sont dévolus à l'extra-hospitalier. On n'est pas du tout sur une dimension avec l'intra. Et donc, dans cette philosophie-là, on est arrivé en fait à transformer un peu les choses et à gérer, entre guillemets, ce qu'on appelle la crise. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va le dire comme ça. En passant d'un moment où les gens, on les rencontrait parce qu'il y avait une crise et qu'ils étaient arrivés à l'hôpital. J'ai travaillé dans une structure au départ qui était post-aiguë. Et donc, l'objectif, c'était dans les 24 heures, essayer d'aller rencontrer les gens et de travailler tout de suite sur la sortie.
pour passer à un modèle où en fait, on essaye d'anticiper l'hospitalisation, voire même l'hospitalisation pour nous est que du dernier recours. On est passé de 175 lits dans les années 80 à aujourd'hui 18 lits d'hospitalisation complète. Alors des fois, c'est souvent critiqué en disant il faudrait plus de lits ou plus de réouverture de lits. Nous, on a choisi une philosophie un tout petit peu différente, c'est-à-dire qu'on a enlevé des lits, non pas pour supprimer des professionnels, mais pour répartir la réponse sur le territoire. Et force est de constater que le taux de remplissage de l'hôpital n'est pas complet à chaque fois, même avec 18 lits pour 200 000 habitants. La durée moyenne de séjour, en ayant appliqué ces concepts-là aussi, est à peu près 10 jours, 11 jours de durée moyenne de séjour des gens pour l'hôpital. Donc l'objectif, c'est quand les gens rentrent, on est déjà dehors, le plus vite possible. On sait qu'au bout d'un certain temps, sinon, ça ne fonctionne plus ce qu'on essaye de proposer. Donc, on a eu tous ces concepts-là qui sont apparus. Et puis, alors je vous ai fait un petit schéma qui n'est pas très bien fait, je m'en excuse d'avance. Voilà, mais quand on rencontre une personne, souvent, alors elle peut venir d'elle-même, ça peut arriver, mais des fois elle est envoyée par l'extérieur. Et quand on était autour de la réhabilitation psychosociale et qu'on a commencé à entendre les pratiques en établissement, vous savez, on a tous ce réflexe-là de dire ben, on le fait déjà. Et puis il y a un temps où on accepte l'idée que peut-être ce qu'on fait, c'est pas tout à fait ça, et qu'il faut un peu transformer la manière dont on pense, dont on réfléchit. Donc pendant longtemps, on a fait ce petit schéma-là que je suis en train de vous dérouler tranquillement, avec l'idée que pour co-construire un projet de soins avec les personnes, il fallait qu'on soit les plus balèzes sur l'évaluation qu'on pouvait proposer au départ. Et force est de constater que ça marche pas. En tout cas, ça ne marche pas tout à fait bien comme ça si on prend l'idée de l'évaluation sans avoir rencontré les gens au préalable. Moi, je me suis rendu compte pendant longtemps, et en ergo, quand j'ai été formé en tant qu'ergothérapeute, j'ai beaucoup appris des outils et je m'en suis beaucoup servi. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que quand j'utilisais les outils, je ne rencontrais pas les gens. Je faisais ma propre évaluation à moi qui me permettait de savoir ce que je pouvais proposer. J'avais l'impression que c'était super. Et puis j'ai mis du temps à me rendre compte que parfois les gens, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils voulaient. Et donc, vraiment, la philosophie a été de comment on passe à autre chose. Donc, on a essayé de faire quelque chose. Alors, on est parti quand même d'un outil que certains connaissent dans la salle, puisqu'on en a parlé un petit peu, mais au-delà de l'outil, c'est plutôt la méthode que ça a engendré chez nous. Cet outil s'appelle GMAP, mais l'idée, c'était plutôt de centrer l'accompagnement sur les projets. Et donc, pour nous, on s'est rendu compte que quand on faisait passer des évaluations, et je vous ai parlé un tout petit peu du modèle, donc limitation d'activité et restriction de participation, on avait l'impression que, puisqu'on évaluait des limitations d'activité ou des restrictions de participation, c'était sur ça qu'il fallait intervenir. Et on s'est rendu compte, en utilisant GMAP, que les gens, pas nécessairement, la question qui était la plus pertinente pour eux était « qu'est-ce qui est gênant le plus pour vous ?» Et quand on répondait à la question de la gêne, ils nous disaient, pas forcément là où il y avait des évaluations qui montraient qu'ils étaient le plus en difficulté, mais des endroits où ils étaient peut-être moins en difficulté, mais ça leur demandait un niveau de ressources tellement important qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et on s'est dit, mais on est complètement idiot, on passe totalement à côté de ce sur quoi les gens ont besoin. Donc en faisant ça, on a essayé de centrer l'accompagnement sur des projets, alors les projets classiques qu'on peut avoir, et puis on laisse la place à des projets qui peuvent apparaître et qui des fois sont pas ceux auxquels nous on penserait, et puis qui ont du sens pour les gens qu'on rencontre. Et ensuite, on essaie de faire en sorte que ces projets-là, on les amène avec l'ensemble des partenaires qu'on rencontre sur le territoire. Faire bouger les lignes dans le sanitaire, c'est aussi accepter que ce n'est pas que le sanitaire qui a la réponse, et pas que l'hôpital, et de lutter contre l'hospitalocentrisme qu'on peut avoir par moment, et de se dire qu'il y a plein de réponses qui existent déjà en dehors, qui sont déjà faites ailleurs, et que c'est bien de se rencontrer pour pouvoir échanger là-dessus. Donc dans l'environnement et sur les territoires, on prend le bâton de pèlerin et puis on va rencontrer l'ensemble des structures qui interviennent, qui des fois nous ont sollicités parce qu'ils ont des questions sur des situations qu'ils rencontrent, mais aussi parce qu'eux, ils ont des réponses que nous, on n'a pas et qui sont plutôt pertinentes. Ça, vous connaissez ce schéma-là, puis c'était un tout petit peu pour se la péter, parce que voilà. Mais c'était pour dire qu'on avait un peu écrit autour de cette philosophie-là qu'on pouvait avoir. Je me suis permis aussi de rajouter le rapport de Magali Coldefi avec Philippe Maugiron, parce qu'il y a plein de réponses sur l'approche populationnelle qui est extrêmement intéressante et qui nous ont permis de modifier aussi la manière dont nous, on travaille à Jonzac. Et ce petit schéma, c'est juste pour vous dire que l'objectif pour nous, c'est de rencontrer la personne et son entourage dans un premier temps et d'être juste des personnes un peu ressources pour, en fonction des projets, mettre en lien les gens et d'accepter aussi qu'on soit mis en lien par les autres acteurs qui interviennent sur le territoire et qui ne viennent pas nécessairement du sanitaire.
Le dernier point que je vais essayer d'aborder avec vous, c'est on a une chance aussi au centre hospitalier de Jonzac, c'est de travailler en partenariat depuis maintenant de nombreuses années et de manière conventionnée avec une équipe de l'Université de Bordeaux qui est représentée par le professeur Antoinette Proutot. Et dans cette équipe-là, il y a un principe de base qui est la recherche appliquée sur des pratiques. C'est-à-dire que les chercheurs viennent dans nos équipes, chez nous, et puis nous, on vient leur poser plein de questions, et on co-construit ensemble plein de choses, et ils nous aident à, des fois, sortir de la manière de penser qu'on pourrait avoir, que ce serait bien de faire ça. Ils nous amènent toutes les infos de la littérature, et c'est extrêmement passionnant, les échanges qu'on peut avoir. Et c'est privilégié parce qu'ils ont une pratique qui est basée sur l'épreuve, en permanence. Donc cette idée-là, vous voyez qu'il y a des projets, certains d'entre vous connaissent certainement le projet de Sigma Pro de Kevin Marc Valéry, le projet Record, Intimate. Voilà, c'est plein de projets qui sont axés sur de la recherche participative, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, qui inclut les personnes concernées, leurs familles, depuis le début de la conception du projet jusqu'à la fin. Et c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir cette convention, parce que ça nous permet vraiment d'être en interaction permanente avec l'actualisation des données, et de pouvoir se dire, ok, on a fait ça pendant longtemps, mais aujourd'hui, il y a des choses qui prouvent dans la littérature que peut-être il faut passer à autre chose, et comment on y réfléchit. En guise de conclusion, je vais juste enfoncer des portes ouvertes, et je vous ai déjà dit l'essentiel de mon message, mais l'objectif pour nous, c'est de co-construction systémique au long cours des projets, avec l'inclusion de l'ensemble des partenaires que ça concerne. On est passé d'un temps où tout était centré sur la pathologie pour considérer les personnes comme des citoyens en situation de handicap, et on essaie de comprendre qu'est-ce qui les rend en situation de handicap. La réponse n'est pas toujours individuelle et centrée sur les gens. Et le dernier point, alors hier on parlait des définitions qu'on pouvait avoir autour du rétablissement, je trouvais ce débat passionnant. Une des définitions que moi j'avais retenues, c'était vivre une vie pleine et satisfaisante avec et malgré des troubles. Et vous comprenez bien que quand on porte ce genre de projet, même au sein d'une institution dont on pourrait penser qu'elle est facilitatrice pour pouvoir le faire, on rencontre aussi plein d'obstacles à l'intérieur même de notre institution. Et donc c'est aussi un message pour les professionnels qui interviennent dans des institutions par moment, parce que les institutions c'est lourd, ça a des règles, et quand on veut aller faire des pratiques orientées rétablissement, par moment les règles de l'institution vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire auprès des gens qu'on accompagne. Donc il faut aussi apprendre à vivre avec et malgré l'institution dans laquelle on travaille, et qu'il faut lutter contre des fois quelques petites choses qui ne sont pas toujours super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette conclusion me donne du baume au cœur. Alors, peut-être qu'entre vous, vous avez des questions à vous poser. Sinon, moi, j'en ai. Alors, moi, pour faire un petit récapitulatif, tous vos témoignages montrent que les changements, ils ont pu s'opérer avec de la structuration et de la formation. Voilà. Et souvent, quand on veut changer, on veut bouleverser des choses, on est pressé. Donc des fois, on va trop vite et on néglige des étapes. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que disait Raphaël, c'est qu'il faut cocher tous les niveaux pour que le projet soit abouti. Alors maintenant qu'il soit la délégation interministérielle, je comprends, parce que le projet est très abouti. Et souvent, quand on bricole dans nos coins, parce que c'est ce qu'on fait un peu avec le rétablissement, avec la réhab, dans les institutions, on néglige des niveaux. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment un enseignement important. Et je trouve que Marie aussi nous a expliqué qu'elle s'est formée. Elle est allée voir les Canadiens. Avec toute son expérience personnelle, elle avait besoin d'un outil de légitimité aussi. Et ça, c'est important. Et moi, je suis scotchée par l'exemple de Jonzac et les 18 lits qui suffisent. J'imagine que ça n'a pas été simple. Et on discutait avec Raphaël, il y a beaucoup d'ergothérapeutes. Oui, c'est une secte.
Alors, je le précise, je n'ai pas donné son nom, mais ça vient aussi d'un médecin psychiatre qui s'appelle Jean-Marc Destayats, que certains connaissent aussi certainement, et qui depuis très longtemps a milité pour l'idée de l'interprofessionnalité dans les équipes, avec l'idée des regards croisés, de pouvoir permettre qu'on puisse échanger sur ça. Et donc c'est vrai que les ergos, on a une chance qui est pour moi l'idée de... notre travail s'est centré sur le rapport d'un individu avec son environnement. Exactement. Et donc l'intérêt d'aller chercher ces éléments-là. Et donc c'est chouette. Bon, bravo les ergots. Alors il y a encore une question que je voulais poser à Raphaël, parce que les journées ont été introduites par Christophe Lançon, qui nous a dit qu'il y a des moments où il ne savait plus s'il était psychiatre. Et Raphaël nous a dit que la fonction pour laquelle on était lancé dans le projet, c'est pas toujours celle. On en exerçait plusieurs. Il y a des modifications. Les Italiens disent que quand on travaille en réhabilitation, on n'est plus infirmier ou ergo, on est opérateur. Voilà, on se modifie. Et je voulais savoir si tu peux nous dire un petit peu quelque chose là-dessus, et surtout quelle relation avec l'institution, parce qu'à Marseille il y a des hôpitaux, donc d'un chez soi d'abord avec les hôpitaux, comment, et toi ta fonction de psychiatre, voilà, une question plus personnelle. Merci. Vaste question sur la question de est-ce qu'on est psychiatre quand on fait du rétablissement. Moi je pense qu'on l'est parfaitement. À partir du moment où on accepte de travailler avec les autres, et je pense que la question de l'ergothérapie, vraiment, moi je suis un grand fan de ce mouvement-là qui met ce type de métier qui est effectivement complètement structuré sur la question du rétablissement. Après, moi en tant que médecin, ce qui m'a aidé surtout, c'est de travailler avec les médiateurs en santé pair. Et encore une fois, Esperpro a été, voilà, on a vraiment grandi ensemble et ça m'a permis de me re-questionner. Mais il y a peut-être des moments où on a l'impression qu'on se décale vraiment quand on va monter une armoire, quand on va faire un peu de ménage, quand on va attendre dans une salle d'attente avec. Mais en fait, c'est des occasions de rencontres, mais de soins. Mais alors vraiment, on est sur une approche vraiment clinique in vivo, beaucoup plus large que celle qu'on a appris. Alors, et après, les relations avec les hôpitaux. Moi, je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est tellement variable. Il y a tellement d'inégalités et disparités sur les territoires qui, du coup, moi, en travaillant à la Dial, je me déplace pas mal en France. Et c'est ça, moi, qui me frappe le plus, c'est qu'on est encore sur un système où on va entendre, lui, il croit à la réhabilitation, lui, il croit. Enfin, comme si on était dans des systèmes de croyance. Enfin, si on fait le parallèle avec la santé somatique, imaginez un cancérologue qui vous dit « Oui, moi, la chimio, j'y crois moyen, je suis plutôt radio ». En fait, c'est compliqué qu'on soit encore là-dedans. Et en même temps, moi, je suis quand même un naturel optimiste. Je pense que l'optimisme, ça produit quand même plus de bonnes choses que d'être que dans la critique. Et je pense qu'il y a des générations qui arrivent. Mais surtout, moi, je vois l'ouverture de l'hôpital, surtout l'ouverture à autre chose que uniquement la psychiatrie. Et dans ce sens-là, je pense qu'il y a un mouvement qui est quand même assez phénoménal, qui se développe. Donc moi, je suis hyper content d'être psychiatre aujourd'hui en 2024. C'est important, parce que c'est pas la discipline la plus choisie. Alors, je suppose que Julien est très content d'être ergothérapeute en santé mentale. Et alors, ta réflexion sur les outils, moi, je la trouve très intéressante. Parce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ou tu penses avoir tout dit? Je ne sais pas ce que je peux dire de plus, mais la réflexion autour des outils, c'est vraiment, pour moi, le premier outil, en fait, c'est la posture. Et puis, j'aimais beaucoup l'idée du tournevis de Marie tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, nous ne sommes que des outils pour les personnes qu'on rencontre, et ils ont le droit de ne pas nous choisir. Et par moments, c'est juste parce qu'on n'est pas le bon outil pour eux, et c'est intéressant de le penser comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on utilise des outils après dans nos pratiques, et qu'il y a plein d'outils qui sont hyper intéressants, mais pour moi, ça vient dans un second temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait d'abord rencontré les gens, qu'on ait pris du temps, comprendre d'où ils viennent, les parcours, les histoires. Les histoires. Et puis de faire ça. Je complète un peu parce que la réponse tout à l'heure m'a vachement intéressé. Une des transformations, des pratiques, c'est effectivement l'intégration des médiateurs santé pair. On ne sera jamais plus pareil dans une équipe quand il y a un médiateur. C'est-à-dire dans une réunion.
Moi, je l'ai observé dans des équipes dans lesquelles je travaille. C'est pas la même chose quand vous parlez d'une situation clinique, quand il y a un médiateur présent ou un père aidant. Et vous vous rendez compte que vous ne parlez pas tout à fait pareil des situations cliniques. Et c'est déjà ça, un des premiers outils de transformation des pratiques. Alors, merci. Est-ce on peut prendre une question ou il faut conclure, les organisateurs? Une question. Alors, nous ne voyons rien. Donc, Ce qui est un avantage, en fait. Ça permet d'éviter. Mais... Non, moi je suis assez conforme. Qui veut le micro? Merci, c'est une question à Marie. Marie, tu reconnais ma voix, je pense. Eric, j'ai une question pour toi. Je voudrais savoir, est-ce que la petite table, le tournevis a bougé depuis que tu as fait ta formation en Open Dialogue, et qu'est-ce qui a pu éventuellement, et je m'adresse du coup aussi aux autres intervenants à cette table ronde, qu'est-ce qui peut, au-delà d'un outil, apporter une vraie transformation au sein de la psychiatrie? Est-ce que tu as des choses à dire, Marie, là-dessus, ou est-ce que c'est une question piège? Alors, je vais essayer d'aller vite. Oui, parce que c'est Eric qui a fait la formation Open Dialogue avec une partie de l'équipe du pôle, dont je faisais partie. Alors, moi, j'ai fait des séances avec Jessica, qui est MSP aussi, enfin, MSP au pôle. Pour l'instant, c'est assez nouveau dans le pôle. Comment dire? Pour l'instant, oui, si. Enfin, je ne sais pas trop quoi dire là. C'est une question piège. Hein. Alors, bon, je l'ai déjà dit, mais l'open dialogue, c'est beaucoup libérer ses émotions. Enfin, on peut faire part de ses propres émotions, et il y a la notion d'horizontalité qui est très présente. Ça, c'est deux choses qui sont absolument des bases de la péridance, donc avec lesquelles je suis très familière. Maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans le pôle? On est en cours de commencement, on a déjà mis en place quelques entretiens, et ça donne déjà des choses assez belles, mais tu me prends de court parce qu'on va bientôt rencontrer notre chef pour lui faire une proposition. Donc je pense que je ne peux pas encore dévoiler le truc. C'est dans mon ordinateur. Non, je suis désolée d'être en difficulté avec ça. Mais l'idée, c'est quand même c'est qu'on puisse permettre aux personnes qu'on accompagne de dire. Et aussi, j'insiste là-dessus, de libérer cette parole et aussi que nous, on est dans le savoir-dire quand on est formé à l'Open Dialogue. Et pour moi, ces deux notions, elles sont essentielles dans un accompagnement de qualité, un accompagnement où la personne se sent en confiance et elle peut s'exprimer. Et à partir du moment où on va l'étendre dans le pôle, qui est déjà vraiment dans le savoir-dire, ça peut que faire avancer nos pratiques. Merci. Écoutez, je pense qu'on va conclure dans les temps. Merci à vous.